Je suis le commandant Elise Rogers, j'ai 38 ans. J'ai gagné mes ailes à la dure, en survivant à un incendie dans le cockpit à 30 000 pieds d'altitude, tout en réussissant à ramener mon appareil à la base. Pendant des années, j'ai tout donné à la marine, mon temps, ma santé, ma tranquillité. J'ai formé de jeunes pilotes, couvert leurs erreurs, prouvé maintes et maintes fois que j'avais ma place, dans un monde qui ne voulait pas toujours de moi. Mais le jour où je suis entré dans une salle de briefing Top Gun, et que j'ai entendu un lieutenant me dire que je m'étais trompé de salle, affirmant que c'était réservé aux vrais pilotes, quelque chose en moi a basculé. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas justifié. J'ai simplement attendu que l'instructeur me salue, et m'appelle Phoenix 1. Avez-vous déjà été sous-estimé à un point tel, que leur prouver le contraire n'était même pas satisfaisant, mais juste inévitable? Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous avez déjà dû tenir bon, et laisser vos actions parler pour vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car ce qui a suivi ce moment a tout changé. J'ai franchi les doubles portes de la salle de briefing 7, à 14 h, un mardi qui ressemblait à n'importe quel autre jour. À l'extérieur, le soleil du Nevada avait blanchi le tarmac, et à l'intérieur, la climatisation ronronnait contre la chaleur. Je portais mon uniforme de vol standard de la marine, couleur kaki, les manches retroussées à la longueur réglementaire, les cheveux tirés en arrière. Pas encore de bande patronymique sur cet uniforme. Il me l'avait fourni le matin même, lors de mon enregistrement après ma précédente affectation. Je portais une tablette sous un bras, et un café dans l'autre main. Le genre de café fort et amer, que l'on apprend à boire noir, après suffisamment d'années passées en mer. La salle était déjà à moitié pleine. Des visages jeunes, des postures pleines d'assurance, les combinaisons de vol juste assez dézippées pour laisser voir les t-shirts en dessous. Tous des hommes. Ils se tenaient en petits groupes, près du premier rang, parlant de cette manière si particulière aux pilotes de chasse. Leurs mains bougeaient dans les airs, traçant des manœuvres imaginaires, leur voix perchée juste assez fort pour s'assurer que tout le monde entende à quel point ils étaient doués. J'ai immédiatement reconnu le genre. J'avais volé avec des versions similaires d'eux, pendant 15 ans. Je me suis assise au dernier rang, j'ai posé mon café, et j'ai ouvert ma tablette. Derrière moi, quelqu'un a marmonné quelque chose que je n'ai pas tout à fait saisi. Des rires ont suivi, graves et brefs. Je ne me suis pas retourné. Plus tôt dans ma carrière, il y a eu une époque où je l'aurais fait. Où j'aurais eu besoin de savoir exactement ce qu'il disait, où je me serais senti obligé de répondre, de me défendre, de prouver quelque chose. Mais j'avais appris que la meilleure réponse à donner aux hommes qui vous sous-estiment, c'est de les laisser continuer, jusqu'au moment où cela leur coûte cher. Le briefing était censé commencer à 14 h 30. À 14 h 28, un lieutenant aux cheveux bruns et aux lunettes à monture métallique est passé devant ma rangée, s'est arrêté, puis a fait demi-tour. Il avait son sac de casque en bandoulière sur une épaule, et un écusson d'indicatif d'appel, cousu sur sa combinaison, que je ne pouvais pas lire. Il m'a regardé, puis a regardé le numéro de la salle sur le mur, puis m'a de nouveau regardé. « Vous vous êtes trompé de salle, ma jolie » m'a-t-il dit. Son ton n'était pas vraiment hostile, mais d'un ton correctif et assuré. De la même manière que vous redirigeriez quelqu'un, qui se serait perdu en cherchant les toilettes. Réservé aux vrais pilotes. Les secrétaires s'assoient dehors. Les conversations autour de nous se sont tues. Des têtes se sont tournées. J'ai levé les yeux vers lui, laissant un instant de silence s'étirer, juste assez pour qu'il soit remarqué. J'allais parler, quand la porte à l'avant de la pièce s'est ouverte. Le capitaine David Walker est entré, comme à son habitude, les épaules en arrière, ses yeux balayant la pièce d'un seul regard efficace. Ce genre de conscience situationnelle qui ne s'enseigne pas, mais qui se mérite. Il était plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, avec des tempes plus grises, mais il se tenait avec le même calme inébranlable. Ce même calme, qui avait maintenu notre escadron en vie au-dessus du golfe Persique, quand j'avais 27 ans, et que tout était en feu. Il s'est arrêté en plein élan, lorsque ses yeux m'ont trouvé. Toute sa posture a changé. Non pas détendue, mais tranchante et formelle. Il s'est mis au garde à vous, et a salué. « C'est bon de vous revoir parmi nous, Phoenix 1, a-t-il lancé. Sa voix a traversé la pièce comme une lame. Le silence qui a suivi était de ceux qui ont du poids. J'ai rendu le salut, net et délibéré,
de la manière dont il me l'avait enseigné 10 ans plus tôt, à l'époque où je n'étais qu'un pilote novice, qui ne savait pas comment atterrir sur le pont d'un porte-avions avec vent de travers. Tous les hommes dans la pièce s'étaient figés. Le lieutenant qui m'avait appelé, ma jolie, a reculé de 2 pas. Son visage est passé par la confusion, la reconnaissance, puis quelque chose proche de la panique. Heureuse d'être de retour, monsieur, ai-je répondu. Le capitaine Walker s'est avancé vers l'avant de la salle, et a posé ses documents de briefing sur le pupitre. Messieurs, a-t-il dit, et j'ai remarqué qu'il ne les regardait pas, commençant simplement à préparer ses diapositives. Laissez-moi vous présenter le commandant Elise Rogers. Certains d'entre vous connaissent peut-être son indicatif, Phoenix 1. Elle l'a gagné pendant l'opération Enduring Freedom, après que son FA-18 ait subi des dommages de combat. Lors d'une mission de frappe au-dessus de Kandahar. Une panne hydraulique, un incendie électrique, et elle a quand même réussi à larguer ses munitions sur la cible, avant de rentrer saine et sauve sur le porte-avions. Par la suite, elle a commandé le VFA-41, les Black S. Au cours de 2 déploiements. Elle est titulaire de la Distinguished Flying Cross, et de l'Air Medal avec l'emblème de bravoure. Elle est ici en tant qu'évaluatrice des candidats, pour ce cycle de sélection. Il a finalement levé les yeux, et a ajouté, et elle est la supérieure de toutes les personnes dans cette pièce, sauf moi. J'ai observé leur visage. Certains essayaient de cacher leur réaction. D'autres ne s'en donnaient pas la peine. Le lieutenant, dont la bande patronymique indiquait le nom de Cruz, avait blêmi. Un autre pilote, plus jeune, avec des cheveux roux et des taches de rousseur, fixait ses bottes. Un troisième, assis près de l'avant, a croisé mon regard pendant une demi-seconde, avant de détourner les yeux. J'ai compris ce qui se passait dans leur tête. Ils recalculaient la situation, passant en revue tout ce qu'ils avaient dit au cours des 20 dernières minutes, se demandant si j'avais entendu, et ce que cela allait leur coûter. Le capitaine Walker a commencé le briefing. Il était technique, ciblé, le compte-rendu habituel des objectifs d'entraînement et des critères d'évaluation de la Naval Fighter Weapons School, Top Gun. Bien que plus personne ne l'appelait officiellement comme ça. J'ai pris des notes sur ma tablette, posé 2 questions pour clarifier le calendrier du programme, et suis restée silencieuse le reste du temps. Lorsque Walker a libéré le groupe, les pilotes sont sortis en silence. Cruz s'est attardé près de la porte, comme s'il voulait dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. J'ai rassemblé mes affaires, et me suis dirigé vers l'avant de la salle. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, ai-je dit à Walker, une fois que nous étions seuls. De faire quoi? L'introduction. Ils auraient fini par le découvrir. Il a souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas tout à fait les yeux. Fini par n'est pas la même chose que immédiatement. Et vous êtes supérieur en grade à la plupart des instructeurs ici aussi. Ils devaient le savoir. Je n'ai pas besoin que tu mènes mes batailles, David. Je ne mène pas tes batailles. J'empêche un tas de jeunes officiers de mettre fin à leur carrière, avant même de l'avoir commencé. Il a fermé son ordinateur portable, et m'a regardé droit dans les yeux. Tu es parti pendant 3 ans. Les choses n'ont pas autant changé qu'elles auraient dû. Je n'ai pas discuté avec lui, parce qu'il avait raison. J'avais été posté à l'étranger, effectuant des missions depuis des bases où le grade importait plus que le genre, parce que tout le monde était trop fatigué, et trop occupé pour se soucier d'autre chose, que de rentrer vivant. Revenir aux États-Unis, c'était comme faire un bond en arrière dans le temps. Combien de temps restes-tu ici, m'a-t-il demandé. 6 mois, peut-être plus, selon ma prochaine affectation. Tu penses rester après 20 ans de service? Je ne sais pas encore. J'ai pris ma tasse de café, je l'ai trouvée vide, et je l'ai reposée. Tout dépendra si j'aime toujours ce travail, quand je n'aurai plus à esquiver des missiles solaires. Il a ri à cette remarque. Un aboiement bref. C'est de bonne guerre. Écoute, Rogers. Élise, je suis content que tu sois là. Nous avons besoin de personnes comme toi dans cette école. Des personnes qui ont réellement fait le travail sous le feu ennemi. Tu veux dire, des femmes? Je veux dire des pilotes qui savent ce qu'ils font, et qui peuvent apprendre à ces gamins comment ne pas mourir. Il a fait une pause. Mais oui, des femmes aussi. C'est important qu'ils te voient ici, qu'ils s'en rendent compte ou non. J'ai quitté le bâtiment 20 minutes plus tard, et j'ai traversé la base pour retourner au quartier des officiers célibataires, où je logeais temporairement.
Le soleil était plus bas maintenant, l'air toujours chaud, mais perdant de son mordant. Je suis passé devant la ligne de vol, des rangées de F-18 garées sur le tarmac, les ailes repliées, les verrières étincelantes. J'avais passé la moitié de ma vie d'adulte dans des avions comme ceux-là, sanglés sur un siège éjectable, avec un casque sur la tête, et l'océan à 5 miles en dessous. C'était le seul endroit où je m'étais jamais senti complètement sûr de moi, totalement dépourvu de doute. Au sol, tout était compliqué. Dans les airs, c'était simple. Piloter l'avion. Accomplir la mission. Ramener tout le monde à la maison. J'ai repensé à Cruz et à son commentaire, les secrétaires s'assoient dehors, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni besoin de vengeance, ni même de satisfaction. Juste une sorte de familiarité fatiguée. J'avais entendu des versions de cette phrase, une centaine de fois au fil des ans. On s'y habitue, ou on ne s'y habitue pas. Et si on ne s'y habitue pas, on part. J'étais resté parce que j'étais doué pour ce travail, et parce que partir aurait signifié laisser gagner des gens comme lui, par défaut. Mais certains jours, je me demandais ce que ça aurait été, de choisir une carrière où la compétence est présumée, au lieu d'être constamment testée. Mon téléphone a vibré. Un message de Walker, on va boire un verre plus tard, si tu veux qu'on se raconte tout correctement. J'ai répondu par un emoji pouce levé, et j'ai continué à marcher. L'air sentait le carburant d'aviation et la poussière, une odeur familière et propre, d'une manière qui faisait sang pour moi. Quelque part derrière moi, un moteur d'avion a démarré pour un essai, le son montant et descendant comme une respiration. Je serai de retour dans un cockpit dans 2 jours, pour mes vols de requalification. D'ici là, j'avais de la paperasse, des briefings, et une salle pleine de jeunes pilotes, qui commençaient tout juste à comprendre que la personne qu'ils avaient sous-estimée, était sur le point d'évaluer s'ils étaient assez bons pour être ici. J'ai rejoint la marine à 19 ans parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, et parce que mon père, un ancien marine, m'avait dit que l'armée m'offrirait une structure, un but, et un moyen de payer l'université. Il avait raison, sur 2 de ces 3 points. Je me suis engagé comme technicienne en électronique aéronautique de niveau E3, et j'ai passé 2 ans sur un porte-avions, à visser des boulons sur des systèmes radars, et à apprendre le fonctionnement des avions, de l'intérieur. J'étais habile de mes mains, doué avec les circuits et les schémas, et j'aimais ce travail. Mais pendant ces 2 années, je regardais les pilotes passer devant moi sur le pont d'envol. Et quelque chose en moi désirait cela. Je voulais cette liberté, cette complexité, et le fait que tout le monde les regardait différemment. J'ai donc postulé pour l'école des élèves officiers. Il m'a fallu 2 tentatives. La première fois, ils m'ont dit que mes résultats au test étaient bons, mais qu'ils n'étaient pas sûrs que j'ai la carrure de leader qu'ils recherchaient. Ce qui était un code pour quelque chose que je ne voulais pas déchiffrer. La deuxième fois, j'ai obtenu de meilleurs scores, couru plus vite, et me suis assuré d'être impossible à ignorer. Ils m'ont accepté. J'avais 21 ans. L'école de pilotage a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Pas parce que je n'en étais pas capable. Je l'étais. Mais parce que j'avais toujours un demi-pas de retard sur les connaissances informelles, les règles tacites, et la camaraderie qui se formait naturellement entre les hommes de ma classe, et qui semblait exiger un effort supplémentaire de ma part pour y accéder. J'ai étudié 2 fois plus longtemps, j'ai effectué tous les vols supplémentaires que je pouvais obtenir, et j'ai gardé le silence quand les blagues devenaient inconfortables. J'ai gagné mes ailes à 25 ans, et j'ai été affecté à un escadron de la flotte, le VFA 105, les Gunslingers, pilotant des F-18 Hornets depuis l'USS Harry S. Truman. Ma première croisière a été à la fois terrifiante et exaltante. J'ai appris à atterrir sur le pont d'un porte-avions de nuit, par mauvais temps, à me ravitailler en vol à partir d'un avion-citerne à 20 000 pieds, et à larguer une bombe sur une cible, depuis un angle de plongée qui rendait la vision périphérique grise. J'ai également appris comment être la seule femme, dans une salle de briefing remplie d'hommes qui ne savaient pas trop quoi faire de moi. Certains m'ignoraient. Certains faisaient tout leur possible pour m'aider. Quelques-uns ont clairement fait comprendre qu'ils pensaient que je n'avais pas ma place là-bas, et que je ne l'aurais jamais. J'ai arrêté de me soucier de la catégorie à laquelle chacun appartenait, et je me suis concentré sur le fait d'être meilleur que tous. L'indicatif d'appel m'est venu pendant mon 2e déploiement. Nous effectuions des frappes en Afghanistan, en appui aérien rapproché pour des troupes engagées au sol. Le genre de mission où l'on reste en position pendant des heures, et puis, tout se passe en 90 secondes. J'ai été touché par des tirs venus du sol, des armes légères.
Un coup de chance qui a percé une conduite hydraulique et déclenché un incendie électrique dans le cockpit. Les commandes sont devenues molles, les alarmes hurlaient, et la fumée remplissait l'espace autour de moi. J'avais encore des munitions à bord, une cible toujours marquée, et un contrôleur aérien avancé à la radio, qui me disait qu'ils avaient besoin de cette bombe tout de suite, sinon des gens allaient mourir. Alors, je l'ai largué sur la cible. J'ai plongé, largué la GBU, je me suis éloigné, et j'ai piloté l'avion mourant jusqu'au porte-avions, avec un seul système hydraulique fonctionnel, et la moitié de mon panneau électrique éteint. J'ai accroché le troisième brin d'arrêt, coupé le moteur, et je suis sorti pour trouver l'équipe du pont d'envol en train de me dévisager, comme si j'avais une deuxième tête. L'incendie avait brûlé une partie du revêtement du cockpit. Le chef de la maintenance m'a dit plus tard que, si j'étais resté en l'air 10 minutes de plus, l'ordinateur de vol aurait complètement lâché, et j'aurais dû m'éjecter au-dessus de l'océan. Le capitaine Walker, qui était alors le commandant de mon escadron, m'a convoqué dans une cabine ce soir-là. Il m'a servi un bourbon, ce qui était techniquement contraire au règlement en cours de navigation, mais dont personne n'allait parler, et il a dit, c'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue. Les deux, monsieur, lui ai-je répondu. Il a ri. Évaluation honnête. Vous savez ce qu'est un phénix? Un oiseau qui renaît de ses flammes. Eh bien, c'est vous, maintenant. Phénix 1. Il a levé son verre. Bienvenue dans la fraternité, Rogers. L'indicatif est resté. En une semaine, tout le monde sur le navire connaissait l'histoire. La moitié d'entre eux l'exagérait, mais l'essentiel était vrai. Je suis devenu la pilote qui avait ramené un avion en feu sur le bateau, et l'avait posé comme si c'était une journée de routine. Le respect qui a suivi n'était pas universel, mais il était réel. Les gens ont cessé de se demander si je pouvais faire ce travail. Au lieu de cela, ils ont commencé à me demander des conseils. Je suis devenu capitaine de corvette à 32 ans, et j'ai eu ma propre division à diriger. À 35 ans, j'ai été promu au commandement du VFA 41, les Black S, l'un des escadrons les plus anciens et les plus décorés de la marine. Je les ai menés lors de 2 déploiements, l'un dans le Pacifique occidental, l'autre dans le Golfe Persique, et j'ai ramené tout le monde sain et sauf les 2 fois. C'est la mesure qui compte, dans l'aéronaval, tout le monde est-il rentré? Tout le reste est secondaire. J'ai obtenu la Distinguished Flying Cross pour une mission au Yémen, où j'ai dirigé un groupe de frappe à travers d'intenses tirs anti-aériens, pour détruire une cache d'armes qui, selon les services de renseignement, servait à approvisionner des insurgés. Nous avons essuyé des tirs en entrant, et en sortant. L'un de mes pilotes a été touché, a perdu sa radio. Je l'ai guidé jusqu'à l'avion-citerne, en utilisant des signaux manuels à travers la verrière, puis je l'ai escorté sur 300 miles jusqu'au porte-avions, parce que son système de navigation était grillé. L'air médaille avec l'insigne VU pour valeur venait d'une autre mission, d'une autre guerre. Des détails dont je ne parle pas beaucoup, parce que certains sont encore classifiés, et que d'autres, je n'ai tout simplement pas envie de m'en souvenir. Walker est resté en contact tout au long de cette période. Il est devenu capitaine de vaisseau, a été affecté à Top Gun en tant qu'instructeur, et a fini par devenir l'officier responsable du développement des programmes d'études. À la fin de mon commandement d'escadron, lorsque j'attendais une nouvelle affectation, il m'a appelé, pour me demander si je voulais venir à Fallon, enseigner à la prochaine génération, et aider à façonner le programme. J'ai dit oui, parce que j'avais confiance en lui. Et aussi parce que j'étais fatigué des déploiements, et qu'une part de moi voulait voir, si je pouvais toujours faire ce travail, sans l'adrénaline. Je suis arrivé à la Naval Air Station Fallon un lundi de fin septembre. J'ai pris mes quartiers dans le bâtiment des officiers célibataires, et j'ai passé la première semaine à lire les supports de formation, et à me requalifier sur l'avion. La base était différente d'un porte-avions. Plus permanente, moins transitoire. Mais la ligne de vol sentait la même chose, sonnait la même chose. J'ai effectué 3 vols cette semaine-là, chacun plus précis que le précédent, mes mains se souvenant des commandes, comme une mémoire musculaire qui ne s'était jamais effacée. C'est lors de la 2e semaine, pendant ce briefing dans la salle 7, que j'ai réalisé à quel point ce métier avait changé, et à quel point il n'avait pas changé. Les jeunes pilotes dans cette pièce n'étaient pas pires que ceux avec qui j'avais volé, il y a 15 ans. Ils étaient juste pareils, sur 2, compétents et, dans certains cas, aveugles face à leurs propres préjugés. Je n'en voulais pas à Cruz pour ce qu'il avait dit. Il ne savait pas qui j'étais. Mais je ne l'excusais pas non plus, parce que l'ignorance n'est pas synonyme d'innocence.
À un moment donné, vous êtes responsable de ce que vous ne savez pas. Ce soir-là, j'ai retrouvé Walker pour boire un verre dans un bar, à l'extérieur de la base. Un endroit calme avec un éclairage tamisé, et un jukebox jouant de la vieille musique country. Nous nous sommes installés dans une banquette au fond, et nous avons parlé des gens avec qui nous volions. Ceux qui étaient restés dans l'armée, ceux qui en étaient sortis, et ceux qui n'étaient pas rentrés chez eux. Il m'a parlé de ses enfants, 2 filles, toutes les 2 à l'université maintenant. Et je lui ai parlé de ma mère, qui s'était remariée après la mort de mon père, et avait déménagé en Arizona. De là-bas, elle m'envoyait des photos de coucher de soleil, et me demandait quand j'allais me poser. Tu as déjà pensé à quitter l'armée, a demandé Walker à un moment donné. Tous les jours, ai-je répondu. Et puis, je vais voler, et j'oublie pourquoi je voulais partir. C'est un piège, n'est-ce pas? Oui. J'ai fini ma bière, et j'ai reposé la bouteille. C'en est un. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne le pensais. Le lendemain matin, tout le monde sur la base semblait savoir qui j'étais. Je suis entré dans le bâtiment des opérations à 7 heures, et le premier maître au bureau s'est levé, pour me saluer par mon grade et mon nom. Dans le couloir, un groupe de jeunes officiers s'est écarté pour me laisser passer, l'un d'eux hochant la tête, avec une expression tendue et respectueuse. Sur la ligne de vol, le chef d'équipe travaillant sur l'avion qui m'était assigné à un premier maître nommé Marcus Haye, aux épaules larges et aux cheveux gris a salué et a dit « Honoré de vous voir piloter mon oiseau, mon commandant ». Je me suis arrêté, surprise. Vous savez qui je suis? Tout le monde sait qui vous êtes, mon commandant. Phoenix 1. Nous avons lu votre histoire dans les journaux de maintenance du Truman. L'incendie que vous avez ramené à bord. Nous avons utilisé cela comme étude de cas, pour la formation à l'évaluation des dommages. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai simplement hoché la tête, et j'ai dit, assurons-nous que celui-ci ne prenne pas feu. Il a souri de toutes ses dents. Bien reçu, mon commandant. Les pilotes étaient plus difficiles à déchiffrer. Certains m'évitaient complètement, changeant de direction dans le couloir, ou trouvant soudainement quelque chose de fascinant à regarder, lorsque j'entrais dans une pièce. D'autres se faisaient un point d'honneur de se présenter, de me serrer la main, de me souhaiter la bienvenue dans l'équipe avec une formalité qui semblait presque défensive, comme s'ils essayaient de prouver qu'ils n'étaient pas comme les autres. Quelques-uns, principalement les instructeurs plus âgés, ceux qui étaient là depuis assez longtemps pour voir la culture évoluer lentement, au fil des décennies, me traitaient exactement de la même manière qu'ils traitaient tout le monde. Ce qui était, en fin de compte, la seule réaction que je souhaitais vraiment. Cruz, le lieutenant qui m'avait dit que les secrétaires s'assoient dehors, ne m'a pas approché pendant 3 jours. Le 4e jour, je l'ai vu dans le hangar en train d'inspecter son avion, avant un vol d'entraînement. Je passais par là avec mon sac de casque, me dirigeant vers mon propre jet. Il m'a aperçu, et s'est figé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait faire semblant de ne pas m'avoir vu. Puis il a posé sa checklist, et s'est approché. « Commandant Rogers », a-t-il dit. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Je vous dois des excuses. Je me suis arrêté. Allez-y. Ce que j'ai dit dans la salle de briefing était déplacé. Je ne savais pas qui vous étiez, mais ce n'est pas une excuse. J'ai fait une supposition basée sur. Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Basé sur des éléments qui n'avaient rien à voir avec vos qualifications, ou votre présence là-bas. C'était irrespectueux, et non professionnel. Je suis désolé. Je l'ai étudié pendant un moment. Il a soutenu mon regard, et ne l'a pas détourné. Cela comptait pour quelque chose. Excuses acceptées, ai-je dit. Mais comprenez bien ceci, lieutenant. Le problème n'était pas que vous ne saviez pas qui j'étais. Le problème, c'est que vous avez supposé que quelqu'un n'avait pas sa place, en vous basant sur son apparence. C'est ça que vous devez corriger. Oui, mon commandant. Êtes-vous un bon pilote? La question a semblé le prendre au dépourvu. Oui, mon commandant. Je le crois. Alors, prouvez-le en vol. C'est là que ça compte. Je me suis éloigné, avant qu'il ne puisse répondre. Je n'avais besoin ni de sa gratitude, ni d'autres excuses de sa part. J'avais besoin qu'il devienne meilleur, et les mots n'allaient pas y parvenir. Seuls les résultats y parviendraient. Le vol sur simulateur a eu lieu un vendredi après-midi.
Le scénario était une interception tactique basique. 2 chasseurs contre 4 adversaires, à basse altitude, avec un délai restreint. Je me suis porté volontaire pour voler en tant que leader, ce qui signifiait que je gérerais les décisions tactiques, et coordonnerais l'engagement, tandis que mon ailier exécuterait mes directives. Cruz a été assigné comme mon ailier. Je n'ai pas demandé si c'était intentionnel. Cela m'était égal. Nous avons préparé la mission pendant 30 minutes, avant de rejoindre le simulateur. J'ai gardé les choses simples. Rôle, responsabilité, protocole de communication, et autorité décisionnelle. Cruz a pris des notes, posé 2 bonnes questions sur les priorités de ciblage, et est resté professionnel. Dans le simulateur, il a été plus lent que je ne l'espérais. Il n'était pas incompétent. Ses mains connaissaient l'appareil. Son travail au radar était solide. Mais il réfléchissait trop, remettant en question ses instincts, et essayant de voler parfaitement au lieu de voler efficacement. J'ai annoncé le premier croisement, et je lui ai ordonné de s'occuper de l'ennemi en retrait, tandis que j'engageais le leader. Il a accusé réception, a manœuvré pour se mettre en position, mais a hésité à appuyer sur la détente. Au moment où il a tiré, sa cible avait pris l'avantage défensif, et il s'est retrouvé dans un engagement prolongé, qui a brûlé du carburant et du temps. Je me suis occupé de ma cible, je suis passé en soutien, et j'ai fini par abattre son ennemi à sa place, parce qu'il avait perdu l'initiative. Nous avons réinitialisé, et recommencé. Même résultat. La 3e fois, je l'ai laissé échouer complètement. Je ne l'ai pas tiré d'affaire. J'ai juste regardé son avion simulé se faire abattre, pendant que je gérais les 3 autres adversaires toute seule. Lors du débriefing par la suite, j'ai gardé une voix neutre et factuelle. Vous réfléchissez trop, lui ai-je dit. Vous avez les compétences, mais vous ne leur faites pas confiance. Vous volez comme si vous aviez peur de faire une erreur. J'ai peur de faire une erreur, a-t-il avoué. Surtout maintenant. Surtout avec vous. Pourquoi? Il avait l'air mal à l'aise. Parce que vous êtes. À cause de qui vous êtes. Votre réputation. Je ne veux pas avoir l'air incompétent. Alors, arrêtez d'essayer de ne pas avoir l'air incompétent, et commencez à essayer d'être bon. Il y a une différence. Je me suis adossé à ma chaise. Lorsque vous êtes dans un combat aérien, vous n'avez pas le temps de vous soucier de l'image que vous donnez. Vous avez le temps de décider, d'exécuter, et de vous adapter. C'est tout. Tout le reste n'est que du bruit. Comment faites-vous pour éteindre le bruit? Vous ne l'éteignez pas. Vous faites juste plus de bruit que lui. Je me suis levé. Nous revolerons lundi. Même scénario. Cette fois, je veux que vous preniez des décisions rapides, et que vous en assumiez les conséquences. Je préfère vous voir échouer de manière décisive, plutôt que de réussir avec hésitation. Il a hoché la tête lentement. Oui, mon commandant. Le lundi, il s'en est mieux sorti. Ce n'était pas parfait. Il a encore hésité une fois, remettant en question une décision de ciblage. Mais il était plus rapide, plus vif, plus agressif. Lorsque je lui ai ordonné d'engager, il s'est engagé à fond, a poussé son adversaire sur la défensive, et l'a abattu proprement. Nous avons remporté le scénario avec du carburant en réserve. Lors du débriefing, je lui ai dit qu'il avait bien travaillé, j'ai souligné 2 erreurs qu'il devait corriger, et je suis passé à autre chose. Il avait l'air soulagé, comme s'il avait retenu son souffle pendant 3 jours. Après ça, quelque chose a changé. Pas seulement pour Cruz, mais pour les autres pilotes du programme d'entraînement. Ils ont commencé à me poser des questions. Des questions techniques sur l'utilisation des armes, des questions tactiques sur la prise de décision sous pression. Dans la salle de préparation, ils ont cessé de se taire à mon entrée. Sur la ligne de vol, ils me traitaient pour ce que j'étais, un pilote expérimenté, qui avait fait le travail, et qui avait survécu pour l'enseigner. Je n'ai pas adouci mes retours. Je n'ai pas baissé mes standards, ni fait d'exception. Quand quelqu'un pilotait mal, je le lui disais. Quand quelqu'un prenait une décision dangereuse, je lui expliquais pourquoi cela le ferait tuer au combat. Mais je reconnaissais aussi le bon travail quand j'en voyais. Et je mettais un point d'honneur à leur dire, lorsqu'ils avaient fait quelque chose de bien. Le respect, dans l'aviation, se gagne par la constance, la compétence, et l'équité. Vous ne pouvez simuler aucune de ces choses, et vous ne pouvez pas les exiger.
Il faut simplement valoir la peine d'être suivi. À la fin du 2e mois, Cruz s'était considérablement amélioré. Il volait avec assurance, prenait des décisions plus rapidement, et sa conscience tactique s'était aiguisée au point où il devenait compétitif face aux meilleurs pilotes de sa classe. Lors d'un débriefing après une sortie particulièrement difficile, il est resté en arrière après le départ des autres. « Mon commandant », a-t-il dit. « Je voulais vous remercier de ne pas m'avoir abandonné après. Après la façon dont j'ai commencé. Je ne vous ai fait aucune faveur, lieutenant. C'est vous qui avez fait le travail. Tout de même. Ça compte pour moi. » Il a hésité. « Puis-je vous demander quelque chose ? » Allez-y. Comment gérez-vous ça ? Les gens qui ne vous prennent pas au sérieux. Ceux qui supposent que vous n'êtes pas aussi bonne, parce que vous êtes différente. J'ai réfléchi à ça pendant un moment. Je ne les gère pas, lui ai-je répondu. Je dure plus longtemps qu'eux. Je vole mieux qu'eux. Et finalement, soit ils comprennent, soit ils échouent. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas mon problème à résoudre. C'est le leur. Il a hoché la tête, assimilant l'information. Ça a l'air solitaire. Ça l'est, ai-je admis. Mais exceller dans quelque chose de difficile est toujours solitaire. Ce n'est pas propre à moi. J'ai ramassé mes notes, et me suis dirigé vers la porte. Puis, je me suis arrêté et je me suis retourné. Cruz, vous m'avez demandé comment je gérais les gens qui me sous-estiment. Voici la vraie réponse. J'arrête de me soucier de ce qu'ils pensent, et je commence à me soucier de savoir si j'ai raison. Quand vous êtes dans le cockpit, l'opinion de personne ne compte ? À part la vôtre et celle de votre ailier. Tout le reste n'est que des interférences. Apprenez à les ignorer. Oui, mon commandant, a-t-il dit doucement. Je l'ai laissé là, et j'ai traversé la base à pied. Le soleil se couchait, peignant le ciel du désert dans des tons d'orange et de rouge. Quelque part au-dessus, une paire de FAE-18 entamait son approche vers la piste, le rugissement de leur moteur résonnant au loin. Je les ai regardés atterrir l'un après l'autre, précis et contrôlés. Cela m'a rappelé pourquoi j'étais resté dans ce métier pendant si longtemps. Pas parce que c'était facile, ou parce que les gens me respectaient toujours, ou parce que je ne me sentais jamais seul. Mais parce que, lorsque vous volez à 500 nœuds, avec un ailier à vos côtés, et une mission devant vous, rien de tout cela n'a d'importance. Vous êtes juste un pilote, faisant son travail. Et parfois, cela suffit. 3 mois après mon affectation à Fallon, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un sentiment de normalité. Pas du confort, exactement. Ce travail n'était jamais confortable. Mais un rythme, une structure des journées qui avait du sens. Briefing matinaux à 8 heures, séance sur simulateur avant le déjeuner, opérations aériennes l'après-midi, débriefing jusqu'à 17 heures ou plus. Je dînais au club des officiers, où je préparais des repas simples dans mes quartiers temporaires, des pâtes, du poulet grillé, des salades en sachet. J'appelais ma mère une fois par semaine, et je l'écoutais parler de son club de lecture, et de son jardin. J'échangeais des emails avec d'anciens camarades d'escadron, dispersés à travers la flotte, certains volant toujours, d'autres passant à des postes d'état-major ou à la vie civile. Walker et moi avions pris l'habitude de nous retrouver pour prendre un café le vendredi matin, avant que le programme d'entraînement du week-end ne commence. Nous nous asseyions dans son bureau, porte fermée, et nous discutions des défis de la semaine. Des étudiants qui progressaient, de ceux qui avaient des difficultés, des ajustements nécessaires au programme. Il appréciait mon avis, et cela semblait sincère, pas seulement pour la forme. Lorsque je n'étais pas d'accord avec lui, il m'écoutait. Lorsque j'avais tort, il m'expliquait pourquoi sans condescendance. Cela m'a rappelé pourquoi je l'avais toujours respecté, même à l'époque où je n'étais qu'un jeune officier, et où il était le commandant qui terrifiait tout le monde. Un vendredi, il m'a demandé comment j'allais vraiment. Pas professionnellement, il pouvait le voir par lui-même. Personnellement. Je vais bien, ai-je répondu machinalement. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai posé mon café et j'ai regardé par la fenêtre, vers la ligne de vol. Je ne sais plus comment répondre à cette question, David. Je fais ce métier depuis 15 ans. Je ne sais plus qui je suis, quand je ne le fais pas. Je sais que ce n'est pas rare, mais on dirait que ça devrait l'être. Je me suis tourné vers lui. Je vois ces jeunes pilotes, Cruz, Moore, et les autres.
Et ils ont des vies en dehors de l'escadron. Des relations, des passe-temps, des projets pour quand ils quitteront l'armée. Je n'ai rien de tout ça. J'ai ce travail, et une poignée de personnes avec qui je me déployais. Et à qui je parle à peine aujourd'hui. Est-ce que tu le regrettes? Non. Mais je me demande parfois, ce que ça m'a coûté. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit, tu sais quelle est la partie la plus difficile de ce métier? Ce n'est pas de voler. Ce n'est pas le danger. C'est le fait que tu lui donnes tout, et qu'à la fin, il continue d'avancer sans toi. Tu prends ta retraite où tu es muté, et une semaine plus tard, quelqu'un d'autre s'assoit à ta place, et l'escadron continue de tourner, comme si tu n'avais jamais été là. C'est sinistre. C'est honnête. Il s'est adossé à sa chaise. Mais il y a un autre aspect. Les pilotes que tu formes, ceux à qui tu apprends à survivre, ils te portent en eux. Peut-être qu'ils ne se souviendront pas de ton nom dans 20 ans, mais ils se souviendront de ce que tu leur as appris. Et si cela leur sauve la vie, ou celle de leur ailier? Alors ça comptait. Tu comptais. Je n'avais rien à répondre à cela. Cela semblait à la fois vrai et insuffisant, comme la plupart des vérités sur le service militaire. Le lieutenant Aaron Moore était la seule autre femme du cycle de formation. Elle était pilote de FAE 18, issue du VFAE 25. Calme et compétente, le genre d'officier qui faisait bien son travail, sans avoir besoin d'être reconnu pour cela. Nous avions échangé des salutations polies dans les couloirs à quelques reprises, mais nous n'avions pas vraiment discuté, jusqu'à un après-midi où elle a frappé à la porte de mon bureau, et m'a demandé si j'avais quelques minutes. Bien sûr, ai-je répondu en désignant la chaise en face de mon bureau. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Elle s'est assise, a regardé ses mains un instant, puis a croisé mon regard. Je voulais vous demander conseil, sur la façon de gérer une certaine situation. Allez-y. Il y a un instructeur ici. Je ne dirai pas qui. Qui fait des commentaires. Rien d'ouvertement hostile, juste des petites choses. Des blagues sur les femmes pilotes, des sous-entendus selon lesquels je ne suis ici que grâce au quota de diversité. Des remarques sur mon apparence quand je suis en combinaison de vol. Ce n'est pas constant, mais c'est suffisant pour que j'en sois toujours consciente. J'ai ressenti une oppression familière dans ma poitrine. Avez-vous documenté cela? Non. Je ne sais pas si je devrais. Je ne veux pas être la femme qui ne sait pas encaisser une blague. Je ne veux pas en faire toute une histoire, si ça n'en vaut pas la peine. Moore. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, c'est déjà une grande histoire. Vous ne surréagissez pas, en le reconnaissant. Mais si je le signale et que rien ne se passe? Ou pire, et si ça fait de moi une cible? J'ai vu comment ça se passe. La femme qui se plaint est qualifiée de difficile, d'émotive, et d'incapable de s'adapter à la culture. Je voulais lui dire qu'elle avait tort. Je voulais lui promettre que, si elle le signalait, le système la protégerait. Que l'instructeur serait tenu pour responsable. Que tout s'arrangerait de manière juste. Mais j'étais dans la marine depuis assez longtemps, pour savoir que ce n'était pas toujours vrai. Voici ce que je peux vous dire, ai-je répondu. Vous avez 3 options. 1. Tout documenter, et le signaler par les voies officielles. C'est la bonne réponse selon le manuel, et parfois, ça marche. 2. Gérer ça directement. Confronter l'instructeur. Lui dire que son comportement est inacceptable, et lui faire comprendre clairement que, s'il continue, vous le signalerez. 3. L'ignorer, et vous concentrer sur le fait de voler mieux que tous les autres. Ce qui est ce que j'ai fait pendant la majeure partie de ma carrière. Laquelle recommandez-vous? Honnêtement, je ne sais plus. Je pensais que l'option 3 était le seul choix viable. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr que ce soit la bonne solution. J'ai survécu, mais je n'aurais pas dû avoir à juste survivre. Aucune d'entre nous ne devrait avoir à le faire. Elle a hoché la tête lentement. Que feriez-vous maintenant, si vous étiez à ma place? Je le confronterais directement. Je lui dirais que ses commentaires ne sont pas professionnels, ni les bienvenus. Et je m'assurerai qu'il y ait un témoin présent, pour que mes propos ne puissent pas être déformés plus tard. Et si ça continuait, je documenterais. Et je ferai un signalement. Mais ça, c'est moi, à ce stade de ma carrière, avec mon grade et ma réputation.
Vous devez faire le choix avec lequel vous pourrez vivre. Merci, mon commandant, a-t-elle dit doucement. Elle est partie, et je suis resté assise là, à fixer mon bureau. Je ressentais tout le poids d'une conversation, dont j'avais eu des dizaines de variantes au fil des années. Le conseil que je lui avais donné était judicieux, mais il me semblait également insuffisant. Le fait qu'elle ait dû calculer les risques d'un signalement pour harcèlement, et mettre en balance sa carrière avec sa dignité, était une condamnation d'un système qui prétendait valoriser l'intégrité, au-dessus de tout. 2 semaines plus tard, j'ai appris par Walker que Moore avait confronté l'instructeur, et que ce comportement avait cessé. Je n'ai pas demandé de détails. J'étais juste heureuse qu'elle ait trouvé une voie, qui fonctionnait pour elle. En décembre, nous avons mené un exercice de grande envergure avec 8 appareils, de multiples ensembles de cibles, dans des environnements de menaces complexes. J'ai dirigé l'une des divisions, avec Cruz comme ailier, et 2 autres pilotes pour compléter notre formation de 4. Le briefing a duré 90 minutes. Il couvrait tout, des procédures de ravitaillement au protocole de communication, en passant par les critères d'annulation. Au moment de monter dans les avions, chacun connaissait son rôle. La mission s'est déroulée mieux que je ne l'espérais. Cruz a volé en parfait ailier. Il est resté en position, et a exécuté chaque directive sans hésitation. Lorsque nous avons atteint la zone cible, et que les menaces simulées de missiles solaires ont été activées, il a gardé son sang-froid, a employé les contre-mesures correctement, et a maintenu une posture offensive. Nous avons largué toutes nos munitions sur la cible, nous nous sommes dégagés sans encombre, et sommes rentrés à la base, sans le moindre incident. Lors du débriefing, j'ai souligné ses performances, comme un exemple d'exécution disciplinée sous pression. Ensuite, alors que nous retournions vers le bâtiment des opérations, il m'a demandé, « Mon commandant, je peux vous demander quelque chose ?» Bien sûr. Quand vous participiez à des combats. De vrais combats, pas des entraînements. Avez-vous déjà eu peur? Je me suis arrêté de marcher, et je l'ai regardé. À chaque fois. Mais vous ne l'avez pas montré. Le montrer n'aide personne. Mais oui, j'ai eu peur. La peur n'est pas le problème. Le problème, c'est de la laisser prendre vos décisions à votre place. Il a réfléchi à ça. Comment faites-vous pour l'empêcher de prendre le dessus? Vous vous concentrez sur la tâche. Vous faites confiance à votre entraînement. Et vous vous rappelez que votre ailier compte sur vous pour faire votre travail, tout comme vous comptez sur lui. C'est plus fort que la peur. Avez-vous déjà perdu quelqu'un? Quelqu'un avec qui vous voliez? Je n'ai pas répondu tout de suite. La question avait son poids, et je voulais lui accorder le respect qu'elle méritait. Oui, ai-je finalement dit. 2 fois. Les 2 fois au combat. Les 2 fois, je n'aurais rien pu faire de différent. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est la vérité. Est-ce que vous pensez encore à eux tous les jours? Oui. Nous avons marché le reste du chemin en silence. Lorsque nous avons atteint le bâtiment, il s'est arrêté, et a dit, « Merci de m'enseigner, mon commandant. Je sais que je ne vous ai pas facilité la tâche au début. Vous vous en sortez bien, Cruz. Continuez comme ça. » Ce soir-là, je me suis assise dans mes quartiers, et j'ai regardé de vieilles photos sur mon ordinateur. Des photos de déploiement, d'escadrons avec lesquels j'avais servi, de missions que j'avais accomplies. Des visages auxquels je n'avais pas pensé depuis des mois, voire des années. Certains volaient toujours. D'autres avaient quitté l'armée. 2 d'entre eux n'étaient plus de ce monde. J'ai fermé l'ordinateur, et je suis resté assise dans le noir, pendant un moment, à penser au coût de ce métier. Le poids de porter la vie d'autres personnes entre ses mains, chaque fois qu'on s'attache dans un cockpit. Il ne devenait jamais plus léger. On devenait simplement plus fort. Fin janvier, Cruz a été déployé avec son escadron dans le Pacifique occidental. J'ai reçu un email de sa part, une semaine après son départ. Un message bref et professionnel, me remerciant pour l'entraînement, et disant qu'il mettrait les leçons en pratique. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne savais pas trop quoi dire, et je n'avais jamais été très doué pour le côté sentimental du mentorat. Mais 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre message. Plus long, cette fois. Envoyé depuis le compte de messagerie d'un navire, avec une connexion intermittente. Commandant Rogers, je voulais vous écrire pour vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. Nous menions une mission en soutien à un exercice interarmé. Je ne peux pas partager les détails,
mais c'était complexe. Rythme effréné, menaces multiples. À un moment donné, mon chef de patrouille a été submergé par les tâches, il a commencé à prendre des décisions trop lentement, et j'ai dû intervenir, pour prendre le contrôle tactique de notre section. Je me suis souvenu de ce que vous m'aviez dit, prenez des décisions rapides. Et assumez-en les conséquences. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné l'ordre, repositionné notre élément, et nous avons atteint l'objectif sans incident. Par la suite, mon chef de patrouille m'a remercié, disant que je l'avais empêché de commettre une erreur qui aurait pu compromettre la mission. Et j'ai réalisé que, finalement, j'avais arrêté de voler en ayant peur. Je volais comme vous me l'aviez appris, en faisant confiance à ma formation, en faisant confiance à mes instincts. En me concentrant sur la tâche. Au lieu de m'inquiéter de l'image que je renvoyais. Je sais que je vous avais donné toutes les raisons de ne pas investir de temps en moi, après ce que j'ai dit lors de ce premier briefing. Mais vous l'avez fait quand même, et cela a fait la différence entre moi en tant que pilote passable. Et un bon pilote. Alors merci. Pas seulement pour l'instruction tactique, mais pour m'avoir montré ce que signifie réellement être un professionnel. Respectueusement, lieutenant James Vector Cruz. J'ai lu l'email 3 fois. Ensuite, je l'ai enregistré dans un dossier, et j'ai fermé mon ordinateur. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire, qu'il n'ait pas déjà compris. Il avait fait le travail. Il était devenu le pilote qu'il était capable d'être. C'était la seule réponse qui importait. Mais j'ai pensé à cet email pendant des jours. J'ai pensé au fait qu'il l'avait signé respectueusement. J'ai pensé à l'indicatif qu'il avait gagné, Vector. J'ai pensé au moment où il avait pris les choses en main, et pris le contrôle, parce que quelqu'un avait besoin de lui. C'était ce que ce métier était censé produire, des pilotes capables de prendre des décisions difficiles sous pression, et d'en assumer les conséquences. Pas des gens parfaits. Juste des gens compétents, qui comprenaient l'enjeu. Un après-midi, Walker m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de certains élèves après leur déploiement. J'ai mentionné l'email de Cruz, sans entrer dans les détails. C'est la partie de ce travail dont les gens ne parlent pas, a commenté Walker. Vous passez des mois à leur enseigner, puis ils partent, et vous ne savez jamais vraiment si ça a compté, jusqu'à ce que vous receviez un message comme celui-là. Est-ce que cela compense le reste, ai-je demandé. La politique, la bureaucratie, les gens qui pensent encore que nous n'avons pas notre place ici. Je ne sais pas. Est-ce le cas pour vous? J'y ai réfléchi. Demandez-moi dans 10 ans. Il a ri. Ça me semble juste. En mars, j'ai reçu mes ordres pour ma prochaine affectation. Un poste d'état-major au Pentagone, travaillant sur la préparation de l'aviation et la politique de formation. C'était le genre de poste qui impliquait de longues heures, sans vol, et de l'influence sur des programmes affectant des milliers de pilotes que je ne rencontrerai jamais. C'était aussi le genre d'affectation qui indiquait que la marine me prenait au sérieux, en tant qu'officier supérieur. Il me considérait comme quelqu'un, en qui il valait la peine d'investir, pour des rôles de direction plus élevés. Je n'étais pas sûr de ce que j'en pensais. Une part de moi voulait rester à Fallon, continuer à enseigner, continuer à voler. Une autre part était prête pour quelque chose de différent. Quelque chose qui n'impliquait pas de s'attacher à un siège éjectable, et de confier ma vie à une machine. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer mes ordres. Elle était ravie. Elle s'était toujours inquiétée pour moi quand je volais, passant des années à imaginer les pires scénarios à chaque déploiement. Un travail de bureau à Washington signifiait que je serais en sécurité, stable, et plus proche de la normalité. Tu en es heureuse, m'a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore, lui ai-je répondu. Demande-moi quand j'y serai. Il me restait 3 mois à Fallon. Je les ai passés de la même manière que les 6 précédents, à enseigner, à voler, à encadrer le nouveau groupe de pilotes qui passaient par le programme. Certains d'entre eux savaient qui j'étais avant leur arrivée. D'autres l'ont découvert de la même façon que Cruz, à travers un moment de surprise, une recalibration, et un respect éventuel. J'ai arrêté d'essayer de prédire dans quelle catégorie les gens allaient tomber. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de savoir s'ils savaient piloter, s'ils pouvaient diriger, s'ils pouvaient faire face à la réalité du travail, lorsqu'ils cessaient d'être théoriques pour devenir réels. Lors de mon dernier jour, Walker m'a emmené déjeuner à l'extérieur de la base, dans le même bar où nous avions bu un verre, 6 mois plus tôt.
Nous nous sommes assis sur la même banquette et avons commandé les mêmes plats. Pendant un moment, nous avons simplement parlé de tout et de rien. Du sport, de la politique, de l'absurdité de la bureaucratie militaire. Puis, il a posé sa bière et a dit, « Tu as fait la différence ici, Élise. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais tu l'as fait. J'ai juste fait le travail. C'est exactement pour ça que c'était important. Tu n'as pas cherché à prouver quelque chose. Tu as cherché à exceller dans ce que tu fais, et c'est ce qu'ils avaient besoin de voir. » Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors j'ai simplement hoché la tête, et fini mon verre. Ce soir-là, j'ai mis mes affaires dans ma voiture, et j'ai quitté la base pour la dernière fois. Je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé la ligne de vol dans le rétroviseur. Les rangées d'avions garés sous les projecteurs, le ciel du désert, sombre et rempli d'étoiles. J'ai pensé à toutes ces heures, passées dans des avions comme ceux-là. À toutes les missions que j'avais accomplies. À toutes les personnes avec qui j'avais servi. Certains étaient encore là, à voler. D'autres étaient passés à autre chose. Et certains n'étaient plus de ce monde. J'ai conduit vers l'est à travers la nuit, les phares fendant l'obscurité, la route s'étirant devant moi vers ce qui m'attendait. Je ne savais pas si j'avais fait les bons choix, au cours des 15 dernières années. Je ne savais pas si les sacrifices en valaient la peine. Mais je savais que j'avais fait le travail, que je l'avais bien fait, et que j'avais appris aux autres à faire de même. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le Pentagone était exactement aussi bureaucratique et épuisant que je m'y attendais. Je travaillais dans un bureau sans fenêtre, au 3e étage. Je passais mes journées en réunion, à discuter de programmes de formation et d'allocations budgétaires, et je rentrais le soir dans un petit appartement d'Arlington. Un appartement que j'avais à peine meublé, car je ne comptais pas y rester longtemps. Le travail était important. Je le comprenais intellectuellement. Mais il lui manquait l'immédiateté du vol, la clarté d'objectif qui découle du fait de s'attacher dans un cockpit, et d'exécuter une mission. Je suis resté en contact avec Walker par email. Il m'envoyait des nouvelles du programme, me parlait des nouveaux étudiants, et me demandait mon avis sur les changements de programme. J'appréciais ce lien. Ce rappel qu'il existait encore un monde où des gens pilotaient des avions, et se souciaient de tactique plutôt que de présentation PowerPoint. Mais cela me donnait aussi le sentiment d'être éloigné, de ce métier que j'avais exercé toute ma vie d'adulte. 6 mois après mon arrivée au Pentagone, j'ai reçu un message du bureau du personnel de la marine. Il voulait discuter de mon futur plan de carrière. Des opportunités de commandement, des délais pour ma promotion au grade de capitaine de vaisseau. C'était le genre de réunion qui pouvait déterminer les 5 prochaines années de ma vie. Je m'y suis préparé, comme je me préparais à un vol de contrôle. J'ai passé en revue mon dossier, anticipé les questions, et me suis assuré de savoir ce que je voulais, avant d'entrer dans la pièce. La réunion s'est déroulée de manière professionnelle et directe. Ils m'ont demandé si un grand commandement m'intéressait, un porte-avions, une escadre aérienne, une base navale importante. J'ai répondu oui. Dire non aurait mis un terme à mon ascension, et je n'étais pas encore prête à cela. Ils m'ont demandé si j'étais disposé à accepter une autre affectation d'état-major avant que cela ne se produise. J'ai répondu oui, encore une fois, car c'était la réponse attendue, et que je comprenais comment le système fonctionnait. Après la réunion, en marchant dans les couloirs du Pentagone, j'ai ressenti un étrange sentiment de déconnexion. Comme si je traversais la vie de quelqu'un d'autre. C'était le chemin que j'avais choisi, ou le chemin qui m'avait choisi. Mais je n'avais plus l'impression que c'était le mien. Cela ressemblait à un rôle que je jouais, un scénario que je suivais, parce que je ne savais pas comment en écrire un différent. J'ai appelé Walker ce soir-là, depuis mon appartement. As-tu déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que plus rien n'a de sens, ai-je demandé. Tous les jours, a-t-il répondu. C'est pour ça que je suis resté à Fallon aussi longtemps que possible. Une fois que tu quittes le monde opérationnel, tout n'est qu'abstraction. Des abstractions importantes, mais des abstractions quand même. Comment fais-tu pour gérer ça? Je me rappelle que quelqu'un doit faire ce travail, et que ce pourrait tout aussi bien être quelqu'un qui comprend vraiment ce dont la flotte a besoin. Ça aide, parfois. D'autres fois, je bois juste du bourbon, et je regarde le baseball. J'ai ri. Le premier rire sincère que j'avais eu depuis des semaines. C'est ça, ton conseil professionnel? C'est mon conseil honnête. La version professionnelle, c'est,
Tu trouves du sens là où tu peux, et tu crois que le travail compte, même quand tu as l'impression que ce n'est pas le cas. C'est plutôt sombre. C'est l'armée, Élise. On ne fait pas ce métier parce que c'est facile, ou parce qu'on a toujours l'impression que ça a du sens. On le fait parce que ça doit être fait. J'ai réfléchi à ça, pendant un long moment après avoir raccroché. Il n'avait pas tort. Mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que j'avais tellement donné à cette carrière. Des années, des relations, des parties de moi-même que je ne pourrais jamais récupérer. Et je n'étais pas sûr de ce que j'avais reçu en retour. Un grade, du respect, un indicatif que les gens reconnaissaient, oui. Mais aussi de la solitude, de l'épuisement, et le sentiment grandissant d'avoir optimisé ma vie pour une mission, qui ne me semblerait peut-être jamais achevée. En novembre, 18 mois après mon départ de Fallon, j'ai reçu un message du bureau du personnel de la marine. J'avais été sélectionné pour un commandement majeur. J'allais devenir le commandant de la base aéronavale d'Océana. C'était l'une des plus grandes bases aéronavales de la côte est, abritant de multiples escadrons de chasse, et des milliers de membres du personnel. C'était une affectation de taille. Le genre d'affectation, qui me placerait en bonne position pour une promotion au grade de capitaine de vaisseau, et potentiellement, pour le grade d'officier général par la suite. J'aurais dû être ravi. J'avais travaillé pour cela toute ma carrière. Avoir l'opportunité de diriger à grande échelle, de façonner les politiques et la culture, et de prendre des décisions qui toucheraient des centaines de pilotes, et des milliers de membres du personnel de soutien. Mais en lisant le message, je me suis seulement senti fatigué. J'ai accepté l'affectation parce que c'était ce qu'il fallait faire. On ne refuse pas un grand commandement, à moins d'être prêt à prendre sa retraite. Et je n'étais pas encore prête pour ça. Ou peut-être que je l'étais, mais que je ne savais tout simplement pas comment l'admettre. Avant d'être transféré à Océana, j'ai pris 2 semaines de congé, et j'ai pris l'avion pour l'Arizona afin de rendre visite à ma mère. Elle avait 70 ans maintenant. Toujours aussi vive et active, vivant dans une communauté pour retraités où elle jouait au tennis, et faisait du bénévolat à la bibliothèque. Nous passions nos journées à faire des randonnées dans le désert, à préparer le dîner ensemble, à parler de tout, sauf de la marine. Je ne m'étais pas senti aussi détendu depuis des années. Un soir, assise sur son patio à l'arrière en regardant le coucher du soleil, elle m'a demandé si j'étais heureuse. J'ai réussi, ai-je dit. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le ciel devenait violet et orange, l'air se refroidissait à mesure que le soleil disparaissait sous l'horizon. Je ne sais pas, maman. J'ai passé ma vie entière à essayer d'exceller dans ce métier. Et j'excelle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la même chose que d'être heureuse. Alors, pourquoi continues-tu? Parce que c'est ce que je connais. Parce que j'ai trop investi pour m'en aller maintenant. Parce que je ne sais pas qui je suis, si je ne fais pas ça. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, ton père avait l'habitude de dire quelque chose de similaire. Il aimait les marines. Il leur a donné tout ce qu'il avait. Mais à la fin, il a regretté de ne pas avoir passé plus de temps avec nous. Il aurait aimé faire d'autres choix. Je ne veux pas de ça pour toi. Élise. Je veux que tu aies une vie en dehors de tout ça. J'ai une vie. Vraiment? Ou as-tu une carrière, qui prend toute la place là où il devrait y avoir une vie? Je n'avais pas de réponse à cela. Nous sommes restés assis en silence à regarder les étoiles apparaître. J'ai repensé à toutes ces choses que j'avais sacrifiées, sans vraiment l'avoir choisi, les relations, la stabilité, la possibilité d'une vie au-delà de la marine. Je m'étais convaincu que ça en valait la peine, que la mission passait avant le confort personnel. Mais assise là avec ma mère, je n'en étais plus si sûr. J'ai pris le commandement de la base aéronavale d'Océana en janvier, 2 ans après mon départ de Fallon. La cérémonie de passation de commandement était formelle et précise, discours, salut, transmission du drapeau de l'unité du commandant sortant à moi. Je me suis tenu devant des centaines de personnes, et j'ai juré d'exercer les fonctions de ma charge au mieux de mes capacités, de diriger avec intégrité et confiance, de maintenir les normes de la marine des États-Unis. Ensuite, les gens m'ont félicité, m'ont serré la main, et m'ont souhaité la bienvenue dans l'équipe. J'ai souri, je les ai remerciés, et j'ai essayé de ressentir autre chose que le poids des responsabilités, qui s'installaient sur mes épaules. Le travail était accaparant. Je faisais des journées de 12 heures, parfois plus. Je gérais les opérations,
les problèmes de personnel, les budgets, les calendriers de maintenance, et les relations publiques. J'assistais à des réunions avec les responsables locaux. Je tenais des officiers supérieurs informés de l'état de préparation. J'examinais des rapports d'incidents. Je prenais des décisions qui touchaient des milliers de personnes. C'était un travail important, nécessaire. Mais il était aussi implacable. Je volais occasionnellement pour des vols d'encouragement, ou des vols de maintien des compétences, mais ce n'était plus pareil. J'étais le commandant, maintenant. Ce qui signifiait que je pensais constamment à la gestion des risques, aux responsabilités, aux apparences. La liberté que j'avais ressentie en tant que jeune pilote, la joie pure de voler, avait été remplacée par la prudence, et le calcul. 6 mois après le début de mon affectation, j'ai appris que le capitaine David Walker avait pris sa retraite. Je savais que ça allait arriver. Il avait atteint ses 30 ans de service, et m'avait confié des mois plus tôt qu'il était prêt à arrêter. Mais voir le message officiel m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Il avait été une présence constante dans ma carrière, un mentor, et un ami, qui comprenait cette vie d'une façon que peu d'autres saisissaient. À présent, il était parti, de retour à la vie civile. Tandis que j'étais toujours là, enchaîné à mon poste. Je lui ai envoyé un email pour le féliciter, et lui demander quels étaient ses projets. Il a répondu une semaine plus tard. Il avait accepté un poste d'instructeur de vol, dans une école d'aviation civile du Colorado, où il apprenait à des gens à piloter de petits avions, juste pour le plaisir. Le message était bref. Mais je pouvais y déceler le contentement, le soulagement de s'éloigner de la bureaucratie, et de revenir à l'acte simple de voler. J'étais heureuse pour lui. Mais je l'enviais aussi, d'une manière que je préférais ne pas examiner de trop près. L'email est arrivé un mardi de septembre, presque 3 ans après mon départ de Fallon. L'objet indiquait « Invitation à donner une conférence, Top Gun ». Je l'ai ouvert, curieuse. Commandant Rogers, nous organisons un symposium sur le leadership à la Naval Fighter Weapons School le mois prochain, et nous aimerions vous inviter, en tant que conférencière. Le thème porte sur la direction dans les environnements à haute performance. Et nous recherchons spécifiquement des officiers supérieurs, capables de s'exprimer sur les défis, liés à l'équilibre entre l'excellence technique et les responsabilités de direction. Nous serions honorés si vous acceptiez de participer. L'événement aura lieu le 15 octobre. Et nous prendrons en charge tous les frais de déplacement. Veuillez m'indiquer vos disponibilités. Respectueusement, Capitaine Sarah Chin, commandant de la Naval Fighter Weapons School. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Fallon. L'endroit où j'avais passé 6 mois à enseigner, à encadrer, à redécouvrir ce que j'aimais dans ce métier. L'endroit où j'avais eu le sentiment de faire une différence tangible, plutôt que de remuer des papiers et de gérer de la paperasse. J'ai accepté l'invitation. Je suis arrivé à Fallon un jeudi après-midi, 2 jours avant le symposium. La base semblait inchangée, les paysages désertiques plats, les rangées d'avions sur le tarmac, les montagnes au loin. J'ai pris une chambre dans les quartiers des officiers célibataires. Et j'ai passé la soirée à me promener, me rappelant ce que ça faisait d'être ici, d'avoir un but précis chaque jour. Le lendemain matin, j'ai visité le bâtiment des opérations. Certains membres du personnel m'ont reconnu, et salué chaleureusement. D'autres étaient nouveaux, ne savaient pas qui j'étais, et m'ont traité avec une politesse formelle. J'ai croisé le premier maître Marcus Hay sur la ligne de vol, et son visage s'est illuminé en me voyant. Commandant Rogers, heureux de vous revoir. Vous êtes là pour le symposium. En effet. Comment allez-vous, chef? Je n'ai pas à me plaindre. Je m'assure que ces oiseaux continuent de voler. J'ai entendu dire que vous dirigiez Oceana, maintenant. C'est un sacré poste. C'est le cas. Le fait de voler tous les jours vous manque? Il a hoché la tête, avec un air entendu. C'est le compromis, n'est-ce pas? Plus on monte en grade, plus on s'éloigne du cockpit. Oui, ai-je répondu. C'est ça. Le symposium s'est tenu dans l'auditorium principal, réunissant environ 60 pilotes, des étudiants actuels, de jeunes diplômés, et quelques instructeurs confirmés. J'ai assisté aux sessions du matin, écoutant d'autres orateurs parler de leadership, de prise de décision, et de culture organisationnelle. Puis, ce fut mon tour. Je me suis avancé vers le pupitre. J'ai regardé le public, et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. C'était un terrain connu.
Pas le fait de parler en public, ça me mettait toujours mal à l'aise, mais l'auditoire. C'étaient des pilotes. Des gens qui comprenaient le métier. Qui vivaient la même vie que moi. Je n'avais pas besoin de me justifier, face à eux. Je suis le commandant Elise Rogers, ai-je commencé. Indicatif d'appel, Phoenix 1. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette histoire, d'autres non. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas ici pour parler de mes faits d'armes au combat. Je suis ici pour parler de quelque chose de plus difficile. Ce que ça signifie d'être un leader. Quand on n'est pas sûr d'avoir encore quelque chose à donner. J'ai vu quelques personnes se redresser sur leur siège, m'accordant plus d'attention. Je suis dans la marine depuis 20 ans, ai-je continué. J'ai volé lors de missions de combat, commandé un escadron, enseigné dans cette école, et aujourd'hui, je dirige une base aérienne. Et je vais vous dire quelque chose que personne ne dit jamais lors de ce genre d'événement, la plupart du temps. Je ne suis pas sûr que tout cela en vaille la peine. Un silence s'est fait dans la salle. J'avais désormais toute leur attention. Je ne dis pas que je regrette mes choix. Je dis qu'il y a un prix à payer pour cette carrière, et que personne ne vous met en garde. Vous donnez tout à la mission. Votre temps, vos relations, votre identité en dehors de cet uniforme. Et la mission prend tout, avec gratitude. Sans hésiter. Puis un jour, vous levez les yeux et vous réalisez que vous avez optimisé votre vie entière, pour un système qui vous remplacera, dès que vous serez parti. J'ai fait une pause. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Alors, pourquoi le fait-on? Pourquoi continuons-nous de nous présenter? De voler. De diriger. Même quand c'est difficile, solitaire, et épuisant. Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que la mission compte. Même si on n'en a pas toujours l'impression. Et parce que les personnes avec qui vous volez, les personnes que vous dirigez. Elles en valent la peine. Elles valent les sacrifices, l'épuisement, la solitude. J'ai balayé la pièce du regard, voyant des visages jeunes, d'autres plus âgés, des individus à chaque étape de leur carrière. Quand j'étais ici, il y a 3 ans, j'ai enseigné à un lieutenant qui a commis une erreur. Une grosse erreur. Il m'a sous-estimé, m'a manqué de respect. Et a dû apprendre à la dure, que les préjugés sont dangereux. Mais il a appris. Et maintenant, il est déployé. Il effectue des missions de combat, et il excelle dans son domaine. Et ça a plus d'importance que l'erreur qu'il a commise. C'est ça, être un leader. C'est donner aux gens la chance d'être meilleurs, qu'ils ne l'étaient hier. Même lorsqu'ils ne le méritent pas. J'ai conclu quelques minutes plus tard, je les ai remerciés de m'avoir écouté, et je suis descendu de l'estrade. Les applaudissements étaient polis, mais sincères. Par la suite, plusieurs pilotes sont venus me parler, pour poser des questions, partager leurs propres expériences. L'une d'elles était une jeune femme, un lieutenant. Elle m'a remercié d'avoir été honnête, sur le coup de cette carrière. Ça aide de savoir que je ne suis pas la seule, à me sentir comme ça parfois. Vous ne l'êtes pas, lui ai-je assuré. Et c'est normal. Ressentir cela ne veut pas dire que vous échouez. Ça veut juste dire que vous êtes humaine. Lors de ma dernière matinée à Fallon, j'ai demandé à faire un vol en solo. Un simple vol de maintien des compétences. Rien de tactique, juste moi, un FAE-18, et 1 heure dans les airs. Ils ont approuvé ma demande sans hésitation. J'ai marché jusqu'à l'avion, j'ai fait mon inspection pré-vol, je suis monté dans le cockpit, et je me suis attaché. Le chef AI était là, passant en revue les dernières vérifications, s'assurant que tout était prêt. Bonne chance, mon commandant, a-t-il dit, avant de redescendre. Merci, chef. J'ai démarré les moteurs, parcouru les checklists, et roulé vers la piste. La tour m'a autorisé à décoller, et j'ai poussé les manettes des gaz. J'ai senti l'avion accélérer, le nez se soulever, les roues quitter le sol. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti libre. J'ai grimpé jusqu'à 20 000 pieds, j'ai stabilisé l'appareil, et j'ai décrit des cercles tranquilles, au-dessus du désert. Pas de mission, pas de délai, pas de pression. Juste le vol. Le ciel était clair, la visibilité illimitée. Pendant 30 minutes, je n'ai pas pensé au commandement, ou aux responsabilités, ou au prix à payer pour cette carrière. J'ai juste volé. Quand j'ai atterri, et que j'ai roulé jusqu'au parking, j'ai éteint les moteurs.
Je suis resté assise dans le cockpit pendant 1 minute, casque toujours sur la tête, les mains posées sur mes cuisses. J'ai repensé à l'email de Walker, à sa décision de prendre sa retraite, et au contentement que j'avais perçu dans son message. J'ai repensé à la question de ma mère. Étais-je heureuse? Et j'ai réalisé que je n'avais pas de bonne réponse. Mais j'ai aussi réalisé que le bonheur n'était peut-être pas la bonne unité de mesure. Peut-être que ce qui comptait, c'était de savoir si le travail avait un sens. S'il faisait une différence. S'il valait la peine de s'y investir, même lors des jours difficiles. Et, à ce niveau-là, je m'en sortais bien. Je suis sorti du cockpit, j'ai attrapé mon sac de casque, et je suis retourné vers le bâtiment des opérations. Le lendemain, je reprendrai l'avion pour Oceana. Je retournerai à mon travail. À la routine implacable du commandement. Mais aujourd'hui, j'avais fait quelque chose que j'aimais, dans un endroit où je me sentais chez moi. Et c'était suffisant. 1 an plus tard, je me tenais devant une autre salle de briefing. Même base, même bâtiment. Mais cette fois-ci, je n'entrais pas en tant qu'élève, ou évaluatrice. La plaque à côté de la porte indiquait « Commandant Elise Rogers ». Instructrice principale. Division des tactiques avancées, Naval Fighter Weapons School. J'avais présenté ma démission du commandement d'Oceana, 6 mois plus tôt. La conversation avec l'officier des affectations avait été brève, professionnelle. Il m'avait demandé si j'étais sûr. J'avais dit oui. Il m'avait demandé où je voulais aller. J'avais dit Fallon. Il y avait eu un silence à l'autre bout de la ligne. Alors, nous pouvons arranger ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je ne dirigeais plus de base aérienne. Je ne gérais plus des milliers de personnes. Je ne participais plus aux réunions budgétaires, et ne me souciais plus des relations publiques. J'enseignais aux pilotes comment voler, comment combattre, comment survivre. C'était un recul, en termes de progression de carrière. Tout le monde savait que prendre un poste d'instructeur, après un grand commandement, signifiait sortir de la voie menant au rang d'officier général. Mais je m'en fichais. Je volais 3 fois par semaine. Je faisais des débriefings sur la tactique tous les après-midi. Et je rentrais le soir dans une petite maison, à l'extérieur de la base. Une maison où j'avais enfin défait tous mes cartons, et accroché des photos au mur. Ma mère m'avait rendu visite le mois dernier. Elle avait passé une semaine à randonner avec moi dans les montagnes, et à préparer des repas dans ma propre cuisine. Elle avait regardé autour de la maison. Les meubles que j'avais choisis, les livres sur les étagères, les chaussures de course près de la porte. Elle avait dit, « Tu as l'air différente. » Différente comment? Plus légère. Comme si tu ne portais plus quelque chose de lourd. Elle avait raison. J'avais passé 20 ans à porter le fardeau de devoir faire mes preuves. De devoir être excellente. De ne jamais donner à quiconque une raison de douter que j'étais à ma place. Et quelque part, au cours de l'année écoulée, j'avais déposé ce fardeau. Pas parce que j'avais prouvé quoi que ce soit, mais parce que je n'en avais plus besoin. La porte s'est ouverte, et la nouvelle classe est entrée. 22 pilotes ce cycle-ci, dont 2 femmes. Ils ont trouvé leur place, ont ouvert leur tablette, et se sont installés dans le silence concentré qui précède chaque briefing. Je reconnaissais l'énergie dans la pièce. L'anticipation, la confiance. La question inexprimée, de savoir s'ils étaient assez bons pour être là. J'ai attendu qu'ils soient tous assis, puis je me suis avancé. Pas besoin d'introduction. À présent, la plupart d'entre eux savaient qui j'étais avant d'arriver. Non pas à cause de ce premier briefing d'il y a 3 ans. Cette histoire s'était fondue dans la légende de l'escadron, embellie et déformée. Mais par leurs propres recherches, par leurs propres instructeurs. La réputation que j'avais bâtie en plus de 2 décennies de vol. Bienvenue dans le cours de tactiques avancées, ai-je commencé. Je suis le commandant Rogers. Au cours des 8 prochaines semaines, nous allons vous apprendre comment penser comme un adversaire, comment exploiter les faiblesses des systèmes défensifs, et comment mener un groupe d'attaque en espace aérien contesté. Puis ramener tout le monde sain et sauf. Certains d'entre vous auront des difficultés, certains échoueront. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité statistique. Ce cours a un taux d'échec de 30%, et nous n'avons aucune intention de le faire baisser. J'ai affiché la première diapositive. Un scénario tactique pour 4 avions,
contre un réseau de défense aérienne multicouche. Commençons par une question simple, ai-je continué? Vous êtes le commandant de la mission. Votre groupe est à 20 000 de la cible, et votre avion de guerre électronique signale un système radar qui n'était pas dans le briefing des renseignements. Que faites-vous? Des mains se sont levées. J'ai pointé du doigt un lieutenant au premier rang, un pilote du VFA 103 avec un regard aiguisé, et un indicatif d'appel brodé sur sa combinaison de vol, BLAD. J'annule la mission, mon commandant. Si la situation des menaces ne correspond pas au briefing, nous n'avons pas les règles d'engagement requises pour poursuivre. C'est une réponse, ai-je dit. Quelqu'un d'autre? Une femme, au troisième rang, a levé la main. Grade de sous-lieutenant. Elle avait l'air jeune, pas plus de 26 ans. Sa bande patronymique indiquait Santos. J'adapte le plan, mon commandant. Je contourne la menace, je réduis le délai, et je traite la cible, depuis un axe différent. C'est mieux, ai-je dit. Mais vous supposez toujours que ce nouveau radar est le seul changement. Et s'il y avait d'autres surprises qui vous attendaient? Et si vos renseignements étaient compromis dès le départ? Un silence est tombé. Ils réfléchissaient, désormais. Ils recalculaient leurs hypothèses. La bonne réponse, ai-je dit, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que la décision que vous prenez. Avec les informations dont vous disposez. Et les conséquences avec lesquelles vous vivez ensuite. Le commandement d'une mission ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être décisif, quand la perfection n'est pas une option. Je les ai fait avancer dans le scénario, je leur ai expliqué les arbres de décision. Je leur ai montré comment évaluer les risques en temps réel. À la fin de l'heure, certains semblaient stimulés, d'autres dépassés. Ce n'était pas grave. Ils finiraient par comprendre. Ou pas. Après le briefing, Santos s'est approché de moi. Mon commandant, je peux vous demander quelque chose? Allez-y, comment savez-vous que vous prenez la bonne décision, quand il n'y a pas de réponse claire, que la pression est là, et que des gens comptent sur vous? Je l'ai regardé, et je me suis revu 15 ans plus tôt, posant la même question à un instructeur. Un instructeur, qui se sentait probablement tout aussi incertain de la réponse. Vous ne le savez pas, ai-je dit. Vous prenez la meilleure décision possible avec ce que vous savez, et vous avancez. Remettre en question ces décisions sur le moment, c'est ce qui fait tuer des gens. Les remettre en question après coup, c'est comme ça qu'on apprend. Mais sur le moment, vous faites confiance à votre formation. Et vous décidez. Elle a hoché la tête lentement, assimilant cela. Puis-je vous dire autre chose, ai-je ajouté. Le fait que vous posiez cette question signifie que vous pensez comme un leader. Beaucoup de pilotes n'en arrivent jamais là. Ils sont tellement obsédés par l'idée d'avoir raison, qu'ils se figent lorsqu'il n'y a pas de réponse claire. Ne soyez pas ce genre de pilote. Oui, mon commandant. Merci. Elle est partie, et j'ai rassemblé mes affaires. À travers la fenêtre, je pouvais voir la ligne de vol. Les rangées de FA-18, les équipes au sol s'affairant entre eux. Et les montagnes se dressant au loin, sous un ciel d'un bleu si éclatant, qu'il faisait mal aux yeux. J'avais fait le bon choix en revenant ici. Pas le choix de carrière le plus intelligent, pas le chemin vers un grade plus élevé. Mais le bon choix pour moi. Ce soir-là, j'ai retrouvé Walker pour dîner. Il avait fait la route depuis le Colorado, en visite dans la région, pour une réunion d'anciens camarades d'escadron. Nous nous sommes assis dans le même bar où nous avions discuté, 3 ans plus tôt. Nous avons commandé la même nourriture. Nous sommes tombés dans le même rythme confortable de conversation. Tu as l'air bien, a-t-il dit, après avoir passé en revue les sujets habituels. Je le suis. Aucun regret d'avoir quitté le commandement? Aucun. J'ai fait ce travail. C'était important, mais ce n'était pas moi. Ça. C'est moi. Il a souri. Je te l'avais dit il y a des années, la meilleure partie de ce métier, ce sont les gens qu'on forme. Je suis content que tu l'aies compris. Ça m'a pris assez de temps. Nous avons terminé nos verres, et nous nous sommes dit au revoir sur le parking. Il repartirait pour le Colorado le lendemain matin, retrouver sa vie civile, et son travail simple, où il apprenait à des gens à voler pour le plaisir. Moi, je retournerai à la base. Au simulateur, au briefing, et à la ligne de vol. Des chemins différents, mais une même vérité sous-jacente.
Nous avions tous les deux trouvé un moyen de continuer à faire ce que nous aimions, sans nous laisser consumer par cela. J'ai roulé vers chez moi dans la nuit du désert, les vitres baissées, l'air frais s'engouffrant dans la voiture. Lorsque je me suis garé dans mon allée, je suis resté un moment avant d'entrer, le regard tourné vers les étoiles, qui parsemaient le ciel. Quelque part là-haut, des pilotes que j'avais formés effectuaient des missions, prenaient des décisions, en dirigeaient d'autres. Peut-être qu'ils se souvenaient de ce que je leur avais appris. Peut-être pas. Peu importe, j'avais joué mon rôle. À l'intérieur, j'ai enfilé des vêtements confortables, je me suis préparé du thé. Je me suis assise sur mon canapé avec un livre, que je voulais lire depuis des mois. Pas de paperasse, pas de mets urgents, pas de fardeau lié au commandement. Juste une soirée tranquille, dans une maison, qui ressemblait enfin à un foyer. Il disait, réservé aux vrais pilotes. Il s'est avéré que c'est exactement ce que j'étais. Et je n'avais plus besoin de la validation de personne, pour le savoir. Si cette histoire vous a touché, écrivez, Phoenix, dans les commentaires, et donnez-moi votre avis. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et activez la cloche, pour recevoir des notifications sur de prochaines histoires vraies, concernant les limites personnelles, le leadership, et l'art de gagner le respect. Quelques questions pour vous, on vous a déjà dit que vous n'aviez pas votre place. Comment avez-vous répondu sans prononcer le moindre mot? Que auriez-vous dit ou fait, face à ce lieutenant? Qui est le mentor qui a changé votre façon de diriger sous pression? Où tracez-vous la limite, entre le besoin de faire vos preuves, et la protection de votre tranquillité d'esprit? Si vous aviez été dans cette salle de briefing, quel moment vous aurait fait changer d'avis sur quelqu'un que vous aviez mal jugé?